Par une nuit glaciale de décembre 1857, dans une plantation près de Savannah en Géorgie, 4 hommes périrent sous la hache d'une esclave nommée Rosa. Mais ce qui se passa réellement cette nuit-là dépasse tout ce que les journaux de l'époque osèrent imprimer. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à me dire en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Car l'histoire que je m'apprête à vous raconter pourrait bien changer votre perception de ce que l'humanité peut dissimuler derrière les façades les plus respectables. L'année 1857 marquait un tournant dans l'histoire américaine. La Géorgie, État esclavagiste prospère, vivait ses dernières années d'opulence avant que la guerre civile ne vienne bouleverser son ordre établi. Les plantations de coton s'étendaient comme des royaumes féodaux le long des rivières Savannah et Ogeechee, leur maître régnant en monarque absolu sur des centaines d'âmes humaines réduites à l'état de propriété. À 40 kilomètres au sud-ouest de Savannah, dans le comté de Chatham, se dressait la plantation Belhaven. 3000 hectares de terre fertile où s'alignaient les rangées de cotonniers sous un ciel souvent lourd de nuages bas. La demeure principale, construite en 1828, imposait sa façade néoclassique blanche comme un temple grec égaré au cœur des marécages. Ses colonnes doriques, hautes de 12 mètres, soutenaient un portique où résonnaient chaque soir les voix des maîtres de maison, accompagnées du tintement cristallin des verres de Bourbon et des cigares de la Havane. Cette propriété appartenait à la famille Caldwell depuis 3 générations. Le fondateur, Isaiah Caldwell, était arrivé de Caroline du Sud en 1802 avec un petit pécule et une ambition démesurée. En 26 ans, il avait transformé un terrain marécageux en l'une des exploitations les plus prospères de la région, employant des méthodes que même ses contemporains jugeaient d'une dureté excessive. À sa mort en 1843, il légua à son fils Jeremiah non seulement une fortune considérable, mais aussi une philosophie de la domination qui allait empoisonner 4 générations d'hommes. Jeremiah Caldwell, âgé maintenant de 62 ans, dirigeait cette entreprise humaine avec la même précision méthodique qu'il avait appliquée autrefois à ses études de droit à Charleston. Homme de grande taille aux cheveux argentés soigneusement peignés, il cultivait l'image du gentleman sudiste raffiné. Ses costumes venaient de Londres, ses livres de Paris, ses vins de France. Mais derrière cette façade civilisée se cachait une froideur reptilienne qui glaçait tous ceux qui le connaissaient intimement. Ses 3 fils, Edmund de 38 ans, Marcus de 35 ans et Thomas de 32 ans, vivaient tous sous le même toit familial, phénomène inhabituel pour l'époque, mais justifié par la prospérité de l'exploitation et la tradition patriarcale des Caldwell. Cette cohabitation prolongée avait créé une dynamique familiale malsaine, où la concurrence fraternelle se mêlait à une complicité criminelle qui effrayait même les autres planteurs de la région. Edmund, l'aîné, était un homme cultivé qui possédait l'une des plus importantes bibliothèques privées de Géorgie. Diplômé de Harvard, il parlait 4 langues et correspondait avec des intellectuels européens. Cette érudition cachait cependant une perversion raffinée qui s'exprimait dans ce qu'il appelait ses « études anthropologiques » sur la résistance humaine. Marcus, ancien officier de cavalerie, avait servi dans la guerre contre le Mexique où il s'était distingué par une bravoure teintée de cruauté. De retour à Belhaven, il avait organisé la sécurité de la plantation selon des méthodes militaires d'une efficacité redoutable. Thomas, le Benjamin, était le plus imprévisible des 3. Artiste manqué, il peignait et sculptait avec talent, mais ses œuvres révélaient une fascination morbide pour la souffrance qui inquiétait même ses proches. Les 4 hommes formaient un conseil de famille redoutable. Jeremiah avait instauré ce qu'il appelait les réunions du soir, séances quotidiennes où se décidaient tous les aspects de la vie plantation, de la gestion des récoltes au châtiment corporel, de l'achat de nouveaux esclaves au mariage forcé entre eux pour augmenter la main-d'œuvre, rien n'échappait à leur contrôle méticuleux. Ces réunions se tenaient dans le bureau de Jeremiah, une pièce lambrissée de chêne rouge où trônaient les portraits des ancêtres Caldwell et où s'alignaient les registres comptables de la propriété.
L'atmosphère de Belle Haven respirait une tension permanente. Les domestiques noirs évoluaient en silence dans les couloirs de marbre, leurs pas feutrés témoignant d'une crainte ancestrale. Dans les cuisines, dirigées par Martha, une vieille esclave de 60 ans qui avait vu naître les 3 fils Caldwell, régnait un ordre rigide, ponctué de chuchotements et de regards furtifs. Les repas étaient préparés avec une précision militaire, car la moindre imperfection pouvait déclencher des châtiments qui marquaient les esprits pour des mois. Dans les champs de travail s'élevaient sous la surveillance constante des contremaîtres armés, mais ces mélodies portaient une mélancolie qui glaçait le sang des visiteurs sensibles. Les esclaves agricoles, au nombre de 237 selon le dernier recensement, évoluaient dans un système de surveillance panoptique où chaque geste était observé, chaque parole rapportée, chaque expression du visage analysée pour détecter les signes de rébellion naissante. Le soir venu, quand les familles d'esclaves regagnaient leurs cabanes de planches mal ajustées, un silence oppressant descendait sur la plantation, troublé seulement par les aboiements des chiens de garde et le crépitement des torches qui délimitaient le périmètre de surveillance. Ces cabanes, alignées en rang géométrique derrière les écuries, abritaient des familles entières dans des espaces ne dépassant pas 20 mètres carrés. L'hiver, le froid s'infiltrait par toutes les fissures, et l'été, la chaleur transformait ces logements en étuves suffocantes. La prospérité économique de Belle Haven reposait sur cette organisation implacable. Chaque année, la plantation produisait plus de 400 balles de coton, générant des revenus qui placèrent les Caldwell parmi les familles les plus riches de Géorgie. Mais cette richesse matérielle s'accompagnait d'une pauvreté morale qui empoisonnait l'atmosphère même de la propriété. Rosa était arrivée à Belle Haven à l'âge de 15 ans, en 1848, dans des circonstances que les archives officielles ne mentionnent qu'en termes euphémiques. Les registres de vente, conservés dans les archives du comté de Chatham, indiquent simplement qu'elle fut acquise lors d'une liquidation de succession à Charleston, mais les témoignages fragmentaires qui subsistent suggèrent une réalité plus sombre. Elle avait été vendue avec sa mère Celia, âgée de 37 ans, et ses 2 jeunes sœurs, Amelia de 12 ans et Sarah de 8 ans. La famille appartenait à feu colonel Harrison Bentley, planteur de Caroline du Sud ruiné par une série de mauvaises récoltes et d'investissements hasardeux. À sa mort en février 1848, ses créanciers avaient organisé une vente aux enchères de tous ses biens, y compris les 143 esclaves de sa propriété. Le voyage depuis Charleston jusqu'à Savannah s'effectua dans les cales du navire marchand Georgia Bell, capitaine Ezra Thompson. Les conditions de transport des esclaves, même à cette époque, dépassaient l'entendement humain. Entassés dans un espace ne dépassant pas 2 mètres de hauteur, sans ventilation suffisante, avec pour seule nourriture une bouillie d'avoine distribuée une fois par jour, les captifs subissaient un calvaire de 5 jours qui en emportait régulièrement plusieurs. La mère de Rosa, Celia, succomba la première, terrassée par une fièvre qui la consumait depuis Charleston. Elle mourut dans les bras de sa fille aînée, lui murmurant ses dernières recommandations dans un mélange d'anglais et de dialecte ouest-africain qu'elle tenait de sa propre mère. Amelia s'éteignit le lendemain, épuisée par les pleurs et le manque d'air. Quant à la petite Sarah, elle disparut pendant la nuit du 3e jour dans des circonstances que personne ne voulut éclaircir. Rosa arriva donc seule au port de Savannah, traumatisée par la perte de sa famille, mais animée d'une volonté de survie qui impressionna même les négriers. Sa beauté frappante, mélange harmonieux de traits européens et africains, témoignait d'origine complexe que personne ne chercha à élucider. Sa peau couleur café au lait, ses cheveux ondulés et ses yeux verts lui conféraient une distinction naturelle qui ne passait pas inaperçue. Jeremiah Caldwell l'avait remarqué immédiatement lors de la vente aux enchères qui se tenait sur les quais de Savannah. Entourée de dizaines d'autres esclaves exhibés comme du bétail, Rosa se distinguait non seulement par sa beauté, mais aussi par une dignité intérieure que l'humiliation n'avait pas entamée.
Quand le commissaire-priseur vanta ses qualités exceptionnelles, mentionnant qu'elle savait lire et écrire, compétences dangereuses qui auraient dû la faire vendre à bas prix, Jeremiah n'hésita pas à surenchérir jusqu'à 850 $, somme considérable pour l'époque. Cette éducation rudimentaire, Rosa la tenait de sa première maîtresse, Madame Elizabeth Bentley, épouse du colonel défunt. Femme pieuse d'origine bostonienne, elle avait entrepris d'enseigner les rudiments de lecture aux enfants esclaves de la plantation. Initiative qui lui avait valu les critiques de son entourage, mais qu'elle avait maintenue par conviction religieuse. Rosa s'était révélée une élève exceptionnellement douée, assimilant non seulement l'alphabet et les chiffres, mais développant aussi un goût prononcé pour la littérature et la poésie. Jeremiah avait d'autres projets pour cette acquisition coûteuse. Il l'installa d'abord dans les cuisines de Belhaven, sous la supervision de Martha, une vieille esclave qui dirigeait le personnel domestique d'une main de fer. Martha, née sur la plantation vers 1790, avait servi 3 générations de Caldwell et connaissait tous les secrets de la famille. Son visage ridé et ses cheveux blancs cachaient une intelligence acérée et une capacité de survie qui forçait le respect même des maîtres. Sous la tutelle de Martha, Rosa apprit rapidement les règles complexes qui régissaient la vie domestique à Belhaven. Il fallait marcher sans bruit, anticiper les besoins avant qu'ils soient exprimés, deviner les humeurs pour adapter son comportement en conséquence, et surtout ne jamais manifester d'opinion personnelle sur quoi que ce soit. Cette formation intensive dura 6 mois, pendant lesquels Rosa fit preuve d'une adaptabilité remarquable qui ne passa pas inaperçue. Rapidement, elle fut promue au service de la maison principale. Ses fonctions incluaient le nettoyage des chambres, le service des repas, l'entretien du linge fin et l'assistance lors des réceptions. Cette promotion, présentée comme une reconnaissance de ses qualités, s'accompagnait d'une proximité dangereuse avec les maîtres de maison. Rosa se retrouvait quotidiennement dans l'intimité des Caldwell, témoin de conversations privées, observatrice involontaire de rituels familiaux qui révélaient progressivement la véritable nature de ses propriétaires. Le détail le plus troublant, mentionné dans les lettres personnelles de Jeremiah, retrouvé bien plus tard dans les archives de la famille, concernait ce qu'il appelait la discrétion remarquable et l'obéissance exemplaire en toutes circonstances de Rosa. Cette formulation ambiguë suggérait que ses fonctions dépassaient le simple service domestique sans que rien ne soit explicitement formulé. Cette promotion rapide éveilla des jalousies parmi les autres domestiques, mais aussi des soupçons. Les esclaves de maison formaient une hiérarchie complexe où chaque promotion était scrutée, analysée, interprétée selon des codes non écrits, transmis de génération en génération. L'ascension de Rosa brisait plusieurs de ces règles tacites, créant des tensions qui s'exprimaient par des regards hostiles, des conversations qui s'interrompaient à son passage, des services oubliés qui la mettaient en difficulté. Mais Rosa possédait cette intelligence pénétrante qui permettait de saisir les non-dits, de comprendre les mécanismes du pouvoir et de s'adapter aux attentes les plus complexes de ses maîtres. Elle développa rapidement une capacité d'observation quasi scientifique, cataloguant les habitudes de chacun, mémorisant les préférences individuelles, anticipant les besoins selon l'heure, la saison, l'humeur du moment. Cette compétence précieuse mais dangereuse dans un monde où la moindre velléité d'indépendance intellectuelle pouvait déclencher les châtiments les plus sévères. Au fil des mois, Rosa devint une présence constante dans l'intimité des Caldwell. Elle connaissait leurs habitudes les plus intimes, leurs faiblesses cachées, leurs secrets de famille soigneusement dissimulés aux yeux du monde extérieur. Elle savait que Jeremiah se levait chaque matin à 5 heures précises pour inspecter les champs, qu'il prenait son petit déjeuner en lisant le Savannah Morning News, qu'il consacrait ses après-midi à sa correspondance commerciale et ses soirées aux réunions familiales dont elle ne saisissait pas encore toute la portée. Elle découvrit qu'Edmund, malgré son apparence de gentleman cultivé, souffrait de terreurs nocturnes qui le réveillaient en hurlant, qu'il possédait une collection de dessins anatomiques d'une précision troublante
et qu'il entretenait une correspondance suivie avec des médecins européens spécialisés dans ce qu'il appelait l'anthropologie appliquée. Marcus, l'ancien militaire, buvait seul dans sa chambre certains soirs, en fixant des daguerréotypes de la guerre du Mexique, et elle avait remarqué les cicatrices qui zébraient ses mains, cicatrices trop régulières pour être accidentelles. Quant à Thomas, le plus jeune, il disparaissait parfois pendant des journées entières vers Savannah, revenant avec des caisses mystérieuses qu'il entreposait dans son atelier du grenier. Ces toiles et sculptures, qu'elle entrevoyait parfois lors du nettoyage, représentaient des scènes d'une violence esthétisée qui la mettait mal à l'aise sans qu'elle puisse définir précisément pourquoi. Cette proximité forcée avec les maîtres créait une situation ambiguë, où l'esclave devenait dépositaire d'informations que même les membres de la famille ne partageaient pas entre eux. Rosa commençait à comprendre que chaque frère cultivait ses propres secrets, ses propres perversions, dans un cloisonnement soigneusement maintenu qui leur permettait de préserver l'harmonie familiale apparente. C'est au cours de l'été 1856 que survint le premier événement troublant qui allait déclencher l'engrenage fatal menant au massacre de Noël. Rosa fut témoin d'une scène dans le bureau de Jeremiah qui la marqua profondément et modifia à jamais sa perception de la famille Caldwell. Par une soirée étouffante de juillet, elle apportait le plateau de thé glacé aux 4 hommes réunis selon leur rituel quotidien. L'air était si lourd que même les fenêtres ouvertes n'apportaient aucun soulagement, et les cigares créaient un nuage opaque qui rendait l'atmosphère irrespirable. Elle poussa la porte du bureau sans faire de bruit, selon les instructions reçues, quand elle surprit une conversation qui la figea sur place. Il était question d'une disparition nécessaire et d'un problème à régler définitivement. Les noms mentionnés étaient ceux de 3 esclaves qui s'étaient montrés récalcitrants ces derniers temps. Tobias, un homme de 40 ans qui savait lire et répandait des idées dangereuses parmi ses compagnons. Samuel, un jeune homme de 25 ans qui avait tenté de s'enfuir le mois précédent. Et Moses, un ancien forgeron qui refusait catégoriquement de battre les autres esclaves, comme on le lui demandait. La conversation se déroulait avec un détachement clinique qui glaça Rosa. Jeremiah évoquait ces hommes comme s'il s'agissait de problèmes comptables à résoudre, utilisant un vocabulaire technique où les termes « élimination »,« solution définitive » et « nettoyage nécessaire » revenaient sans cesse. Ses fils approuvaient d'un hochement de tête, ajoutant parfois des précisions pratiques sur les modalités de cette opération. Edmond suggérait d'utiliser la méthode qu'il avait perfectionnée l'année précédente, consistant à simuler une tentative d'évasion qui justifierait l'usage de la force létale. Marcus proposait sa technique militaire éprouvée, l'encerclement nocturne qui ne laissait aucune chance de survie. Thomas, plus créatif, évoquait la possibilité d'un accident lors des travaux de drainage du marécage sud, zone réputée pour ses sables mouvants et ses alligators. Rosa demeura immobile derrière la porte entr'ouverte, le plateau tremblant entre ses mains, essayant d'assimiler ce qu'elle entendait. Ces hommes, qui se présentaient comme des gentlemen respectables de la société géorgienne, planifiaient froidement l'assassinat de 3 êtres humains dont le seul crime était de manifester une parcelle de dignité humaine. Le lendemain matin, les 3 hommes avaient effectivement disparu. Officiellement, ils avaient été vendus à une plantation de Floride appartenant à un associé de Jeremiah. Les autres esclaves furent rassemblés dans la cour principale pour entendre cette explication, accompagnée d'un avertissement sur les conséquences de la désobéissance. Marcus, en uniforme complet malgré la chaleur, prononça un discours martial sur la nécessité de l'ordre et de la discipline. Mais Rosa avait vu les chiens de garde rentrer couverts de sang cette nuit-là, leur gueule et leurs pattes maculées d'une substance brunâtre qu'ils léchaient encore. Elle avait entendu le bruit des pelles dans le verger derrière les écuries, activité nocturne inhabituelle qui avait duré jusqu'à l'aube. Surtout, elle avait remarqué que les registres de vente ne comportaient aucune trace de cette transaction,
Anomalie impensable dans la comptabilité minutieuse de Jeremiah. Les jours suivants confirmèrent ses soupçons. L'endroit où elle avait entendu creuser fut rapidement planté d'arbres fruitiers, initiative inhabituelle pour cette saison. Les chiens, d'ordinaire agressifs envers les esclaves, manifestaient une agitation particulière près de cette zone, grattant le sol et gémissant de manière inquiétante. Martha, interrogée discrètement par Rosa, se contenta de secouer la tête en murmurant « Certaines questions ne doivent jamais être posées, petite. Jamais. » Cette révélation bouleversa profondément Rosa. Elle comprit qu'elle évoluait non pas dans une simple plantation esclavagiste, aussi cruelle fût-elle, mais dans un lieu où la mort pouvait frapper selon le bon vouloir de 4 hommes qui se considéraient au-dessus de toute loi humaine et divine. La plantation Belhaven n'était pas seulement un instrument d'exploitation économique, mais un territoire où régnait l'arbitraire le plus absolu. La peur s'installa en elle, mais aussi autre chose de plus dangereux, une lucidité froide sur sa situation et celle de tous les esclaves de Belhaven. Elle commença à observer différemment son environnement, remarquant des détails qui lui avaient échappé auparavant. Les esclaves âgés ou malades qui disparaissaient prétendument vendus ailleurs, les femmes qui refusaient les avances des maîtres et qu'on ne revoyait plus, les enfants trop curieux qui posaient trop de questions et s'évaporaient mystérieusement. Les mois qui suivirent cette découverte transformèrent Rosa en observatrice systématique des crimes de Belhaven. Extérieurement, elle demeura la domestique parfaite, silencieuse et efficace. Mais intérieurement, elle développa une vigilance constante qui lui permit de reconstituer peu à peu l'ampleur des atrocités commises dans la plantation. En fouillant discrètement les papiers de Jeremiah lors du nettoyage quotidien de son bureau, tâche qui lui donnait accès aux documents les plus confidentiels, Rosa découvrit des correspondances troublantes avec d'autres planteurs de la région. Ces lettres, rédigées dans un style commercial apparemment anodin, évoquaient en termes codés des solutions radicales à des problèmes de discipline et mentionnaient des arrangements mutuels pour faire disparaître les esclaves jugés dangereux. Un réseau de planteurs s'était constitué pour s'entraider dans l'élimination silencieuse de leurs propriétés humaines récalcitrantes. Le colonel Harrison Whitfield de Tybee Island, le major Samuel Thornton de Richmond Hill, le docteur William Pemberton de Hinesville, tous entretenaient avec Jeremiah une correspondance qui révélait l'existence d'une véritable organisation criminelle déguisée sous les apparences de relations commerciales légitimes. Plus troublant encore, Rosa réalisa que certaines de ces disparitions concernaient des esclaves d'autres plantations, prêtés temporairement à Belhaven avant de s'évanouir définitivement. Jeremiah Caldwell était devenu une sorte d'exécuteur officieux pour tout le comté de Chatham, sa réputation de gestionnaire efficace cachant en réalité celle d'un tueur méthodique qui avait transformé sa plantation en cimetière clandestin. Les comptes de la plantation, qu'elle apprit à déchiffrer grâce à son éducation, révélaient des anomalies systématiques. Des esclaves achetés qui n'apparaissaient jamais dans les effectifs de travail, des ventes fictives qui masquaient des éliminations physiques, des dépenses inexpliquées pour de la chaux vive et des outils de terrassement. Tout un système comptable parallèle destiné à dissimuler les traces d'une entreprise de mort industrielle. Cette découverte coïncida avec un changement dans l'attitude des 4 frères Caldwell envers Rosa. Leurs regards s'attardaient davantage sur elle, leurs remarques devenaient plus personnelles, leurs exigences plus intrusives. Elle sentait qu'elle passait graduellement du statut de domestique efficace à celui d'objet de convoitise, transition dangereuse dans un environnement où la volonté des maîtres était la seule loi. L'automne 1856 apporta une tension nouvelle à Belhaven, qui se manifesta par une série d'incidents apparemment anodins, mais révélateurs d'un changement profond dans la dynamique de la plantation. Rosa, désormais pleinement consciente de la nature criminelle de ses maîtres, observait ces évolutions avec une acuité qui transformait chaque détail en indice potentiel. Jeremiah annonça que Rosa serait désormais chargée du service personnel des 4 hommes.
ce qui impliquait l'accès à leurs chambres privées et une proximité encore plus dangereuse avec leurs secrets intimes. Cette décision, présentée comme une promotion méritée, était en réalité le prélude à quelque chose de plus sombre que Rosa pressentait sans pouvoir l'identifier précisément. Les autres domestiques accueillirent cette nouvelle avec un mélange de jalousie et de compassion qui en disait long sur ce qu'ils savaient ou devinaient des intentions des maîtres. Cette nouvelle fonction lui permit de découvrir des aspects troublants de la personnalité de chacun des frères Caldwell. En nettoyant la chambre d'Edmund, elle découvrit une bibliothèque secrète dissimulée derrière un panneau coulissant. Les ouvrages qui s'y trouvaient dépassaient l'imagination. Traités de chirurgie expérimentale, recueils d'anatomie comparés entre races humaines, études sur la résistance à la douleur, manuels de torture historiques, tous annotés de la main d'Edmund, avec des commentaires qui révélaient une fascination morbide pour la souffrance humaine méthodiquement infligée. Dans la chambre de Marcus, elle trouva un journal personnel où l'ancien officier consignait ses exercices de maintien de l'ordre avec la précision d'un rapport militaire. Les descriptions d'exécutions sommaires, de châtiments exemplaires et de chasses nocturnes dans les marécages révélaient un esprit dérangé qui avait fait de la violence sa raison d'être. Les cartes annotées de sa main montraient les emplacements de dizaines de caches dispersées dans la propriété, euphémisme transparent pour désigner des fosses communes. Quant à Thomas, son atelier du grenier se révéla être un véritable musée de l'horreur. Ces sculptures ne représentaient pas des allégories artistiques, mais des reconstitutions précises de scènes de torture. Ces peintures reproduisaient avec un réalisme saisissant des agonies réelles qu'il avait manifestement observées de près. Plus troublant encore, elle découvrit des esquisses préparatoires qui portaient les noms d'esclaves disparus, suggérant que Thomas utilisait les victimes de la famille comme modèle pour ses créations macabres. Ces révélations s'accompagnaient d'une escalade dans les attentions personnelles que lui portaient les 4 hommes. Leurs remarques devenaient plus intrusives, leurs regards plus insistants, leurs contacts physiques plus fréquents sous prétexte de correction ou d'instruction. Rosa comprenait qu'elle glissait inexorablement vers un piège dont l'issue ne pouvait être que tragique. L'hiver 1856-1857 fut particulièrement rigoureux en Géorgie. La neige, phénomène rare dans cette région, recouvrit Belhaven d'un manteau blanc qui transformait la plantation en un décor fantomatique d'une beauté sinistre. Les routes devinrent impraticables, isolant complètement le domaine du monde extérieur pendant plusieurs semaines. Cette réclusion forcée exacerba les tensions latentes et précipita les événements vers leur dénouement tragique. Confinés dans la grande maison, les 4 hommes Caldwell développèrent une promiscuité malsaine qui révéla leur véritable nature sans le vernis social habituel. Les réunions du soir se prolongeaient jusqu'à l'aube, alimentées par l'alcool et par des discussions de plus en plus désinhibées. Rosa, contrainte de servir ses séances nocturnes, entendit des confessions qui la glacèrent d'horreur et confirmèrent définitivement ses pires soupçons. Elle apprit ainsi que les crimes de Belhaven dépassaient largement ce qu'elle avait imaginé. Jeremiah évoquait avec une froideur clinique les expériences qu'il menait sur certains esclaves, testant les limites de la résistance humaine à la douleur, à la privation, aux substances toxiques. Il décrivait ces activités comme des contributions à la science anthropologique, justifiant ces atrocités par une prétendue recherche sur les différences raciales. Edmund décrivait ses collections personnelles avec l'enthousiasme d'un amateur d'art, évoquant de manière elliptique des trophées prélevés sur ses victimes et conservés selon des techniques qu'il avait perfectionnées. Ses références à la beauté de l'agonie et à l'esthétique de la décomposition révélaient un esprit totalement détaché de toute humanité normale. Marcus racontait ses chasses à l'homme dans les marécages avec la nostalgie d'un ancien combattant, évoquant ses campagnes militaires. Il avait dressé une meute de chiens, non pas pour capturer les fuyards, mais pour les traquer jusqu'à la mort, transformant chaque tentative d'évasion en une partie de plaisir sadique qui pouvait durer plusieurs jours. Quant à Thomas,
Il révélait ses expéditions nocturnes vers Savannah, où il fréquentait les bas-fonds de la ville à la recherche de victimes occasionnelles. Ses descriptions de séances artistiques avec des prostituées, des mendiants et des marins ivres dévoilaient une perversité qui s'étendait bien au-delà des limites de la plantation familiale. Ces révélations transformèrent radicalement la perception qu'avait Rosa de ses maîtres. Elle réalisa qu'elle ne servait pas simplement des hommes cruels, mais des prédateurs qui avaient fait de la souffrance humaine leur passion commune, leur lien fraternel, leur raison d'exister. La plantation Belhaven n'était pas seulement un lieu d'exploitation économique, mais un laboratoire de la perversité où 4 monstres pouvaient assouvir leurs pulsions les plus sombres en toute impunité. Plus troublante encore, Rosa découvrit que cette situation n'était pas accidentelle, mais soigneusement orchestrée par Jeremiah depuis des décennies. Le patriarche avait délibérément éloigné ses fils de tout contact social normal, les maintenant dans un isolement qui avait progressivement corrompu leur humanité. Il les avait initiés méthodiquement au plaisir du pouvoir absolu, transformant chacun d'eux en une version amplifiée de ses propres perversions. Cette découverte coïncida avec une escalade dans le comportement des 4 hommes envers Rosa. Leurs attentions devinrent plus pressantes, leurs exigences plus personnelles. Elle comprit qu'ils envisageaient de faire d'elle non plus seulement une domestique, mais une victime permanente de leurs appétits dégénérés. Les regards qu'ils échangeaient en sa présence, les conversations qui s'interrompaient brutalement quand elle entrait dans une pièce, tous ces signaux convergeaient vers une même conclusion terrifiante. Le point de rupture survint par une soirée de décembre, 3 semaines avant Noël. Rosa apportait le repas du soir quand elle surprit une conversation qui la pétrifia d'horreur. Les 4 hommes discutaient de ses qualités particulières et de la meilleure façon de les exploiter pleinement. Ils évoquaient des modifications à apporter à l'une des chambres du grenier, mentionnaient l'installation de dispositifs spéciaux et fixaient une date pour ce qu'ils appelaient leur cadeau de Noël commun. Jeremiah, avec sa froideur habituelle, détaillait les aménagements nécessaires, chaînes fixées au mur, système de ventilation pour prolonger la durée d'utilisation, éclairage spécial pour les observations scientifiques. Edmund ajoutait ses propres suggestions techniques, fruits de ses lectures spécialisées. Marcus évoquait les mesures de sécurité pour éviter toute interruption malvenue. Thomas, le plus excité des 4, décrivait déjà les compositions artistiques qu'il envisageait de créer. Cette nuit-là, Rosa ne trouva pas le sommeil. Allongée sur sa paillasse dans la cabane qu'elle partageait avec 2 autres domestiques, elle prit conscience que sa situation était devenue désespérée. Fuir était impossible dans ces conditions hivernales, se plaindre à l'extérieur inconcevable dans une société qui ne reconnaissait aucun droit aux esclaves, résister ouvertement équivalait à une condamnation à mort immédiate. Mais accepter passivement le sort qu'on lui réservait signifiait une lente agonie qui pourrait durer des années. C'est alors qu'une idée terrible germa dans son esprit. Si elle était condamnée de toute façon, pourquoi ne pas emporter ses bourreaux avec elle dans la mort? Cette pensée, d'abord rejetée comme une folie passagère, s'imposa progressivement comme la seule solution logique à sa situation. Elle possédait tous les éléments nécessaires. La connaissance intime des habitudes de ses maîtres, l'accès à leurs appartements privés, et surtout cette rage froide qui avait remplacé la peur dans son cœur. Les jours suivants, Rosa élabora méticuleusement son plan. Sa formation d'esclave domestique lui avait appris à observer, à mémoriser, à anticiper les besoins de ses maîtres. Ses compétences, acquises pour servir, allaient maintenant servir à détruire. Elle étudia les routines de chacun des 4 hommes, identifia leurs moments de vulnérabilité, repéra les armes disponibles dans la maison. La hache utilisée pour couper le bois de chauffage lui parut l'outil le plus approprié. Lourde et parfaitement affûtée par le forgeron de la plantation, elle était suffisamment familière pour ne pas éveiller les soupçons si on la voyait la manipuler et assez efficace pour accomplir rapidement ce qu'elle projetait. Rosa commença à s'exercer discrètement dans les bois, perfectionnant sa prise, calculant la force nécessaire, imaginant les gestes précis qu'elle devrait accomplir. Parallèlement,
elle observa avec une attention nouvelle l'organisation de la maison pendant les soirées. Les domestiques se retiraient vers 10 heures, laissant les 4 maîtres seuls avec leurs discussions nocturnes. Les chiens de garde patrouillaient à l'extérieur, mais ne pénétraient jamais dans la demeure principale. Les contremaîtres armés regagnaient leur logement après le dernier contrôle. Quant aux esclaves des champs, ils étaient trop éloignés pour entendre quoi que ce soit depuis leur quartier. Cette période de préparation révéla à Rosa des aspects de sa personnalité qu'elle n'avait jamais soupçonnés. Elle découvrit qu'elle pouvait envisager le meurtre avec un détachement glacial, calculer les probabilités de succès avec une précision mathématique, anticiper les conséquences avec une lucidité qui l'effrayait elle-même. Cette transformation psychologique était peut-être le véritable crime de Belhaven. Transformer des êtres humains normaux en instruments de mort par la simple accumulation de l'horreur quotidienne. Les préparatifs de Noël ajoutèrent une dimension macabre à l'atmosphère déjà tendue de la plantation. Les 4 hommes Caldwell organisaient chaque année une célébration fastueuse, invitation lancée à tous les planteurs de la région pour une démonstration d'opulence et de pouvoir. Mais cette année, l'isolement causé par les intempéries avait contraint à annuler les invitations extérieures. Ils se retrouveraient seuls, entre eux, pour ce qui devait être leur dernière fête de Noël. Rosa apprit que la célébration commencerait le 24 décembre au soir par un dîner somptueux de 7 services, suivi de la traditionnelle dégustation de cognac napoléonien dans le bureau de Jeremiah. Cette routine, immuable depuis des années, lui offrait l'opportunité parfaite. Les 4 hommes seraient rassemblés au même endroit, affaiblis par l'alcool, confiants dans leur sécurité habituelle, isolés de tout secours extérieur. Mais au fur et à mesure que la date approchait, Rosa sentit naître en elle des sentiments contradictoires. La perspective de tuer de sang-froid, même des monstres, réveillait des scrupules moraux qu'elle croyait éteints. Elle se demandait si elle avait le droit de s'ériger en juge et en bourreau, si sa souffrance personnelle justifiait un tel passage à l'acte. Ses doutes furent définitivement balayés par un événement qui survint le 22 décembre. Ce jour-là, une nouvelle esclave arriva à Belhaven, malgré les conditions climatiques difficiles. Une jeune fille de 15 ans à peine, nommée Lily, terrorisée et épuisée par le voyage depuis Charleston. En la voyant, Rosa reconnut sa propre histoire, son propre désespoir d'autrefois. Mais plus troublante encore, elle surprit les regards que posaient sur cette nouvelle arrivante les 4 hommes Caldwell. Les mêmes regards qu'elle subissait depuis des mois, amplifiés par l'excitation de la nouveauté. Cette vision acheva de la convaincre. Si elle n'agissait pas, d'autres subiraient après elle les mêmes sévices, et cette chaîne de souffrance se perpétuerait indéfiniment. Son crime ne serait plus seulement une vengeance personnelle, mais un acte de justice pour toutes les victimes passées et futures de Belhaven. Si cela vous donne des frissons, n'hésitez pas à liker cette vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous pensez qu'il va se passer. Car nous approchons du moment où Rosa va basculer dans l'irréparable, et la nuit de Noël 1857 va devenir l'une des plus sanglantes de l'histoire de la Géorgie. Le 24 décembre 1857 se leva gris et froid sur Belhaven. Un silence inhabituel pesait sur la plantation, troublé seulement par le craquement des branches chargées de givre et les aboiements lointains des chiens. Rosa s'éveilla avant l'aube, habitée d'une résolution inébranlable qui la surprit par sa sérénité. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait en paix avec elle-même, comme si la décision prise avait libéré une tension qui l'habitait depuis trop longtemps. La journée s'écoula dans une atmosphère d'irréalité. Rosa accomplissait ses tâches habituelles avec une efficacité mécanique, mais son esprit était ailleurs, concentré sur ce qui l'attendait. Elle prépara le dîner de Noël avec Martha et les autres cuisinières, dressa la table de la salle à manger avec la vaisselle de Sèvres réservée aux grandes occasions, disposa les candélabres d'argent selon l'étiquette familiale. Chaque geste était accompli avec la précision d'un rituel, comme si elle voulait que cette dernière journée soit parfaite dans tous ses détails.
Elle observa ses futures victimes avec une attention nouvelle, notant leurs gestes, leurs paroles, leurs habitudes, comme pour graver définitivement leurs images dans sa mémoire. Jeremiah, dans son costume noir de cérémonie, incarnait l'autorité patriarcale avec sa prestance habituelle. Edmund, en redingote de velours bleu marine, feuilletait un ouvrage de poésie française en attendant l'heure du dîner. Marcus, sanglé dans son uniforme d'apparat, vérifiait une dernière fois les dispositions sécuritaires de la maison. Thomas, vêtu de son habit artistique couleur bordeaux, esquissait des croquis dans son carnet perpétuel. 4 hommes, apparemment respectables, piliers de la société géorgienne, qui s'apprêtaient à célébrer la naissance du Christ tout en planifiant de nouvelles atrocités. Cette hypocrisie acheva de conforter Rosa dans sa résolution. Le dîner de Noël commença à 8 heures précises dans la grande salle à manger, aux boiseries sombres. Rosa servait les plats avec sa discrétion habituelle, mais chaque geste était maintenant calculé en fonction de ce qui suivrait. Elle avait dissimulé la hache dans le placard à linge du premier étage, enveloppée dans des serviettes propres, à proximité du bureau où se déroulerait la phase finale de la soirée. Les 4 hommes Caldwell étaient dans une forme exceptionnelle ce soir-là. L'isolement forcé des dernières semaines semblait avoir exacerbé leur appétit de jouissance et leurs conversations roulaient sur leurs projets pour l'année à venir. Ils évoquaient de nouveaux investissements humains, de nouvelles acquisitions spécialisées, utilisant un vocabulaire commercial pour décrire ce que Rosa savait être l'achat de nouvelles victimes pour leurs expérimentations. Le menu, préparé selon les traditions familiales, comportait 7 services: potage de tortue, huîtres de savannah, canard aux cerises, gigot d'agneau aux herbes, légumes de saison, fromage français et pudding flambé. Chaque plat était accompagné de vins soigneusement sélectionnés dans la cave de Jeremiah: champagne de Reims, Bourgogne blanc, Bordeaux rouge, Porto millésimé. L'alcool coulait généreusement, préparant inconsciemment les convives à leur perte. Jeremiah présidait avec une satisfaction évidente, levant régulièrement son verre pour porter des toasts à la prospérité familiale et aux traditions ancestrales. Edmund dissertait sur ses lectures récentes, mêlant références classiques et allusions perverses à ses propres recherches anthropologiques. Marcus racontait ses dernières opérations de maintien de l'ordre avec l'enthousiasme d'un stratège évoquant ses victoires. Thomas décrivait ses projets artistiques pour l'année suivante dans des termes qui ne trompaient pas Rosa sur leur véritable nature. Le repas s'acheva vers 11 heures. Comme prévu selon le rituel immuable, les 4 hommes se dirigèrent vers le bureau pour leur dégustation de cognac napoléonien. Rosa les suivit avec le plateau de cristal contenant la carafe et les verres, le cœur battant, mais l'esprit parfaitement lucide. C'était le moment qu'elle attendait depuis des semaines, celui où tous ses préparatifs allaient enfin servir. Le bureau de Jeremiah baignait dans une lumière tamisée, projetée par les lampes à huile et les bougies disposées selon ses préférences. Les portraits des ancêtres Caldwell semblaient observer la scène depuis leur cadre doré, témoins silencieux de générations de crimes qui allaient enfin trouver leur expiation. Les reliures de cuir des ouvrages juridiques et les registres comptables de la plantation créaient une atmosphère feutrée qui contrastait avec la violence à venir. Rosa posa le plateau sur la table massive en acajou, puis se retira discrètement dans l'antichambre attenante, prétextant ranger la vaisselle du dîner et préparer le service de minuit traditionnel. En réalité, elle monta silencieusement à l'étage récupérer son arme, ses pieds nus ne produisant aucun bruit sur les tapis persans qui jonchaient les couloirs. La hache était là où elle l'avait cachée, lourde et parfaitement équilibrée. Rosa la soupesa une dernière fois, vérifiant sa prise, s'assurant que le manche ne glisserait pas dans ses mains moites. Puis elle redescendit vers le bureau, portant l'instrument de mort avec la même déférence qu'elle avait toujours montrée en servant ses maîtres. Les conversations avaient repris au rez-de-chaussée, alimentées par l'alcool fin et l'excitation de leurs projets criminels. Rosa entendait distinctement chaque parole depuis l'antichambre, et ce qu'elle entendit confirma définitivement la justesse de sa décision.
Les 4 hommes planifiaient en détail le sort qu'ils lui réservaient pour le lendemain soir, décrivant avec une précision clinique les services qu'ils attendaient d'elle. Ils évoquaient aussi la jeune Lily, cette nouvelle arrivée qui subirait le même traitement dès qu'elle serait conditionnée convenablement. Ces paroles achevèrent de libérer Rosa de ses derniers scrupules. Elle s'arrêta devant la porte entr'ouverte du bureau, respirant profondément pour calmer son rythme cardiaque. À travers l'entrebâillement, elle voyait les 4 hommes installés dans leurs fauteuils de cuir fauve, verres à la main, cigares cubains aux lèvres, parfaitement détendus et confiants. Jamais ils n'auraient imaginé que leur esclave docile puisse représenter une menace quelconque. Rosa resserra sa prise sur le manche de bois poli, sentit le poids familier de l'acier forgé et poussa lentement la porte. Le grincement léger des gonds attira l'attention des 4 hommes, qui se tournèrent vers elle avec la nonchalance de propriétaires habitués à être servis à toute heure. « Messieurs, dit-elle d'une voix parfaitement calme, j'ai quelque chose à vous remettre. » Les 4 hommes la regardèrent avec curiosité, remarquant l'objet qu'elle tenait, mais sans en saisir immédiatement la nature dans la pénombre. Jeremiah fronça les sourcils, prêt à la réprimander pour cette intrusion inhabituelle, quand la lumière des bougies révéla enfin l'arme qu'elle brandissait. Son expression changea instantanément, passant de l'irritation à l'incrédulité, puis à une peur qu'il n'avait jamais éprouvée de sa vie. « Rosa » commença-t-il, d'une voix qu'il voulait autoritaire mais qui tremblait légèrement. « Pose cette hache immédiatement et retourne à tes occupations, tu ne sais pas ce que tu fais. »« Au contraire, » répondit Rosa avec un sourire glacial, « je sais exactement ce que je fais, et vous allez enfin payer pour tous vos crimes. » Elle s'élança avec une rapidité qui les prit tous au dépourvu. Sa première cible fut Edmund, le plus proche de la porte et celui qu'elle haïssait le plus pour ses perversions intellectuelles. La lame s'abattit sur son crâne avec une force terrible, le fendant jusqu'aux yeux dans un craquement sinistre. Il s'effondra sans un cri, son verre de cognac explosant sur le sol de marbre en une gerbe dorée mêlée de sang. Marcus, l'ancien militaire, eut le réflexe de bondir de son fauteuil, mais l'alcool avait ralenti ses réactions et l'étroitesse de l'espace limitait ses mouvements. Rosa pivota vers lui avec une grâce mortelle, et la hache traça un arc parfait qui l'atteignit au niveau du cou. Le sang jaillit en un geyser écarlate qui éclaboussa les murs lambrissés et les portraits ancestraux, transformant le bureau respectable en abattoir. Thomas, paralysé par la terreur, ne put que regarder sa propre mort approcher. Il tenta de se lever mais trébucha sur le corps de Marcus, tombant à genoux devant Rosa, qui leva sa hache une 3e fois. La frappe lui ouvrit la poitrine, brisant ses côtes dans un concert de craquements. Il tomba en arrière, les mains pressées sur sa blessure béante, avant de basculer définitivement dans la mort. Jeremiah, le patriarche, avait tenté de fuir vers la fenêtre, mais ses jambes de vieil homme l'avaient trahi, et il s'était emmêlé dans les rideaux de velours. Rosa le rattrapa facilement, savourant la peur animale qu'elle lisait dans ses yeux. Pour lui, elle prit son temps, voulant qu'il comprenne parfaitement ce qui lui arrivait. « Ceci est pour Tobias, Samuel et Moses » murmura-t-elle avant d'abattre la hache une dernière fois. La lame lui trancha presque entièrement la tête, qui ne tenait plus au corps que par quelques lambeaux de chair et de cartilage. Le patriarche s'effondra dans un râle, emportant avec lui des décennies de tyrannie et de crimes. Le silence retomba brutalement dans le bureau transformé en charnier. Rosa se tenait au milieu du carnage, la hache ruisselante à la main, contemplant son œuvre avec une satisfaction étrange, mêlée d'épuisement. 4 vies venaient de s'éteindre en moins de 2 minutes, mettant fin à des décennies de crimes impunis et de souffrances innommables. Elle posa l'arme sur le bureau de Jeremiah, à côté du plateau de cognac miraculeusement épargné par la violence. Ses mains ne tremblaient pas, son cœur battait normalement, son esprit demeurait parfaitement lucide. Elle avait accompli ce qu'elle considérait comme une mission de justice divine, et elle éprouvait maintenant une paix profonde
qu'elle n'avait pas ressenti depuis son arrivée à Belhaven. Rosa ne tenta pas de fuir, l'idée même ne l'effleurait pas. Elle s'assit dans le fauteuil de Jeremiah, celui-là même d'où le patriarche avait orchestré tant de souffrances, et attendit sereinement que le jour se lève. Ses vêtements étaient maculés de sang, ses cheveux défaits, mais elle ne chercha pas à se nettoyer. Elle voulait que son crime soit évident, indiscutable, assumé pleinement devant la justice des hommes. À l'aube, Martha fut la première à découvrir le massacre. Venue préparer le petit déjeuner traditionnel du matin de Noël, elle poussa la porte du bureau et poussa un hurlement qui réveilla toute la maisonnée. Les autres domestiques accoururent, suivis des contremaîtres et des esclaves des champs, créant un attroupement horrifié devant la porte du bureau. Ils trouvèrent Rosa exactement comme elle s'était installée, immobile dans le fauteuil ensanglanté, regardant fixement les 4 corps qui jonchèrent le sol dans des poses grotesques. Son calme impressionnant contrastait de manière saisissante avec l'horreur de la scène, comme si elle évoluait dans une réalité différente de celle des témoins. Les autorités de Savannah furent alertées dans la matinée par un messager à cheval qui brava les conditions hivernales. Le shérif Herbert Whitman, accompagné d'une dizaine d'hommes armés et du juge de paix Samuel Richardson, arriva à Belhaven vers midi. Ce qu'ils découvrirent dépassa tout ce qu'ils avaient pu imaginer en recevant le message initial. Rosa fut immédiatement arrêtée et conduite à Savannah dans des chaînes, mais elle ne manifesta aucune résistance. Durant le voyage, elle ne prononça pas un mot, se contentant de regarder défiler le paysage enneigé avec une sérénité troublante. Les témoins de l'époque rapportèrent qu'elle semblait plutôt soulagée qu'inquiète de son sort. Le procès eut lieu 3 semaines plus tard, le 15 janvier 1858, dans un tribunal bondé où se pressaient curieux et journalistes venus de tout l'État. L'affaire fit sensation dans tous les journaux du Sud, non seulement par la violence du crime, mais par l'attitude extraordinaire de l'accusé qui refusa catégoriquement tout avocat et plaida coupable dès la première audience. Quand le juge lui demanda les raisons de son geste, Rosa se leva et prononça un discours qui glaça l'assistance. Elle décrivit avec un détachement clinique les crimes dont elle avait été témoin à Belhaven, énuméra les victimes qu'elle connaissait, révéla l'existence du réseau de planteurs criminels. Ces révélations furent si précises, si documentées, que plusieurs familles respectables de la région furent éclaboussées par le scandale. Mais dans la Géorgie de 1858, aucun tribunal n'aurait condamné des Blancs sur la seule parole d'une esclave. Rosa fut déclarée coupable de meurtre au 1er degré et condamnée à mort par pendaison, sentence qui fut exécutée le 28 février 1858 sur la place publique de Savannah devant une foule considérable. Jusqu'au bout, Rosa conserva sa dignité troublante. Elle monta à l'échafaud sans assistance, refusa les derniers sacrements et prononça ses dernières paroles d'une voix claire qui porta jusqu'au fond de la place. « Je ne regrette rien, d'autres viendront après moi. » L'affaire Rosa de Savannah, comme l'appelèrent les journaux, marqua les esprits bien au-delà de la Géorgie. Certains y virent l'annonce des troubles à venir, d'autres un simple fait divers tragique. Mais 3 ans plus tard, quand la guerre civile éclata, beaucoup se souvinrent des dernières paroles de cet esclave qui avait préféré la mort à l'humiliation. La plantation Belhaven fut vendue aux enchères 6 mois après le massacre. Les nouveaux propriétaires découvrirent effectivement les charniers que Rosa avait évoqués, confirmant au moins partiellement ses accusations. Mais ces révélations furent étouffées par les autorités locales soucieuses de préserver la réputation de la région. Aujourd'hui encore, les archives de Savannah conservent les minutes du procès de Rosa, document troublant qui pose une question dérangeante. Cette femme était-elle une meurtrière ou l'instrument d'une justice que les hommes avaient refusé de rendre? Vous croyez que tout a été révélé dans cette histoire? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous à la chaîne et partagez cette histoire avec ceux qui aiment les mystères sombres de l'histoire. Car parfois, la vérité est plus terrifiante que toutes les légendes.